La forêt dans tous ses états. Conférence passerelle du 5 février 2013 par Hervé Gaymard, ancien ministre, député et président du Conseil général de la Savoie. Il est venu nous parler au titre de président du conseil d'administration de l'Office national des forêts. Bonne écoute. Je suis né dans un pays de montagne, la Savoie, et en Savoie la Haute-Tarentaise, où nous avons de grandes et belles forêts. Mais ces forêts-là sont pas vraiment des forêts dans lesquelles on se promène, ne sont pas des forêts que l'on exploite, parce que le plus souvent, ces forêts ont été là pour protéger contre les éboulements et les ravinements. Donc ce ne sont pas ces forêts de montagne-là, même si elles sont très belles, et même si elles ont enchanté mon enfance, qui sont les forêts les plus importantes du point de vue de la production dans les massifs forestiers français. Et avant de parler un peu de l'ONF, de la politique forestière, je voudrais dire d'abord que nous avons toutes et tous une relation très particulière à la forêt en général et à l'arbre en particulier. Par exemple, un maire vous dira que quand il est obligé d'abattre un arbre mort, parce qu'il faut l'abattre, parce qu'il pourrait être dangereux, immédiatement il y a des pétitions, des levées de boucliers, parce qu'il n'est pas séant, évidemment, d'abattre un arbre, puisque ça nous fend le cœur, ça nous déchire, et on a l'impression de perdre une partie de soi-même. Et c'est notamment vrai en milieu urbain. Et il est très intéressant de voir, du point de vue psychologique, la différence de la relation à l'arbre entre les zones rurales et les zones urbaines et périurbaines. J'y reviendrai, à tel point d'ailleurs que dans mes fonctions précédentes de président du conseil d'administration de l'Office national des forêts, on a mis en place un plan spécifique pour les forêts périurbaines, notamment dans la région Île-de-France, puisqu'on sentait bien qu'il y avait une non-acceptation de la population de la politique forestière pour les forêts périurbaines. Et c'est vrai que cette relation à la forêt, il faudrait interroger des spécialistes de littérature, de philosophie, elle peut être très différente d'un pays à l'autre. D'abord, dans la littérature, la forêt est partout, et d'abord dans les contes d'enfants, et aussi dans les œuvres les plus contemporaines. Le balcon en forêt de Julien Gracq, l'arbre omniprésent dans l'œuvre de Barrès, Les Noyers de l'Altenbourg, qui est un livre peu connu, mais mon livre préféré d'André Malraux, se termine avant qu'éclate la Première Guerre mondiale sur la parabole de ce noyer qui est quelque part au Königsbourg en Alsace et qui enserre la flèche de la cathédrale de Strasbourg au loin. On voit bien que l'arbre, la forêt, j'en passe et des meilleurs, sont omniprésents dans la littérature, et on voit aussi que les relations à l'arbre et à la forêt peuvent être très différentes d'un pays à l'autre. Évidemment, tous les spécialistes du romantisme allemand vous expliqueront, avec le mouvement des Wandervögel, que la forêt, c'est la Urwald, la forêt originelle, dans laquelle on se ressource, d'où tout vient. Et on n'est pas loin d'ailleurs du paganisme, de ce point de vue-là, et d'ailleurs dans toutes les sociétés païennes, et le nazisme s'en inspirera, la thématique de la forêt est extrêmement importante. En France, c'est un peu différent, parce que nos forêts sont habitées, enfin, au sens de, il n'y a jamais beaucoup de distance entre une forêt et un village. Donc l'homme est pas loin de la forêt en France. Alors que dans les pays d'Amérique du Nord ou les pays d'Europe du Nord, l'homme est toujours très loin de la forêt.
Et c'est pourquoi d'ailleurs nous avons au Canada, nous avons en Suède, nous avons en Finlande, nous avons même dans certaines parties de l'Allemagne des exploitations forestières industrielles qui ne seraient pas du tout possibles et même concevables dans un pays comme le nôtre, qui est un pays étonnant, la France. J'ai vu ça quand j'étais ministre de l'Agriculture. C'est un pays à la fois avec une faible densité de population, alors je ne parle pas par rapport à la Finlande bien sûr, mais par rapport au reste des autres pays de l'Europe continentale. Quand on traverse la France en TGV entre Paris et Lyon, où on voit ces grandes étendues de champs et de prés, il n'y a pas beaucoup de pays en Europe où on a l'impression d'un pays vide, entre guillemets, avec des zones vides ou peu peuplées, mais c'est aussi un pays où la population est assez répartie finalement. Même si on a toujours dit Paris est le désert français dès 1947, après la Deuxième Guerre mondiale, il n'empêche que on a un pays qui vit au rythme de ses cantons. Et c'est ce que disait Fernand Braudel. Il dit la France est un des seuls pays où le paysage change environ tous les 30 km. Et donc c'est la définition du canton, le rayon de 30 km en gros. Bon. Ce qui veut dire qu'on a une population historiquement toujours très répartie, et donc on a toujours vécu avec la nature. Et c'est pour ça que la nature n'est pas sacralisée, même si les mouvements de protection de l'environnement se sont beaucoup développés depuis un demi-siècle. C'est pour ça qu'il n'y a pas, je pense, cette conception païenne, entre guillemets, de sacralisation de la nature qu'on peut connaître dans les civilisations nordiques. Voilà, on pourrait aller beaucoup plus loin sur ce registre littéraire et philosophique, et d'autres que moi le feraient mieux que moi encore, mais je voulais vous lancer ces quelques pistes de réflexion, parce que quand on parle de la forêt et de l'arbre, on parle en réalité de l'âme. Voilà. Et on parle d'autre chose que de bois. Et c'est ce qui m'a frappé en étant président du conseil d'administration de l'ONF pendant 3 ans, c'est que les gens qui s'intéressent à la forêt, c'est comme les fous de cheval, ou les fous de voile, ou les fous de chasse. C'est une passion. Et dans les 10 000 agents de l'ONF, un peu moins, il n'y a pas une femme, pas un homme qui soit là par hasard. Parce que c'est des métiers qu'on choisit, c'est des métiers de passion, parce que derrière la forêt et l'arbre, comme je le dis, il n'y a pas que du bois, mais il y a aussi de l'âme qui se balade, et chacun se débrouille comme il peut ou comme elle peut pour la trouver. Alors, maintenant, rentrons un peu dans le concret, et que peut-on dire en quelques mots de la forêt française et de ses problématiques. Bon. La forêt française est la 3e forêt européenne. Elle occupe environ 1/3 de notre territoire, 30% de notre territoire, et contrairement à une idée reçue, elle progresse. C'est-à-dire que chaque décennie, la forêt française s'accroît de la superficie d'un petit département. Et je le dis toujours, parce qu'on parle tellement de déforestation, à juste titre, en Afrique ou en Amérique latine, qu'on croit que cela concerne aussi l'Europe. En réalité, ça ne concerne pas du tout l'Europe, et encore moins la France. Donc il n'y a pas, contrairement à ce que j'entends parfois dans des articles abusifs ou allusifs, et malgré le bruit de fond de la déforestation dans les pays émergents ou en Afrique, il n'y a pas de problème de déforestation en France. Le couvert forestier français progresse chaque décennie d'environ un petit département. Alors cette forêt est à 3/4 privée et à 1/4 public. Donc la forêt publique, c'est à la fois la forêt de l'État, c'est ce qu'on appelle la forêt domaniale, et cette forêt domaniale représente 25% de la forêt publique. Et cette forêt est devenue publique, le plus souvent, c'est les chasses des rois de France à la Révolution, c'est devenu
domaine public de l'État. Ce sont des donations, des legs, des achats au fil des siècles. Donc, un quart de la forêt publique appartient à l'État. Et les 3 autres quarts appartiennent aux communes. Et donc, environ la moitié des communes de France, un peu moins, sont des communes forestières et donc possèdent de la forêt. Et là aussi, c'est souvent un legs de la Révolution française, quand la propriété des forêts, qui souvent, pas toujours, appartenaient aux abbayes, ont été transférées aux communes en 1790-91. Voilà. Donc ça, c'est la forêt publique, c'est un quart de la forêt française. Les 3 quarts sont privés. Mais il se trouve que ce quart de la forêt publique française produit 40% du bois. Tout simplement parce que nous avons une forêt privée qui est trop morcelée. Alors vous avez des forêts privées qui sont formidablement gérées, notamment dans le sud-ouest. Il y a des coopératives forestières extrêmement dynamiques dans le grand sud-ouest. Mais c'est un peu, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots, l'arbre qui cache la forêt, parce que la plupart des forêts privées sont parcellisées sous forme de miettes de propriété, où beaucoup de propriétaires ne savent même pas qu'ils sont propriétaires, et quand d'aventure on leur écrit en disant vous avez cette parcelle que vous n'exploitez pas, est-ce que vous ne voulez pas la vendre, en général les gens ne veulent pas vendre. Voilà, on ne s'en occupe pas, mais la forêt ça ne se vend pas. Surtout si on ne l'exploite pas d'ailleurs, ce qui est assez paradoxal. Donc une des voies d'une réforme forestière française passe par un remembrement de la forêt privée française, mais remembrement qui est une vieille idée, mais qui pour l'instant n'a jamais été mise à exécution. Donc 3 quarts de forêt privée qui assurent 60% de la production et 25% de forêt publique qui assure 40% de la production. Alors il faut savoir qu'en France, la politique publique en faveur de la forêt remonte, comme aurait dit mon cher Alexandre Vialat, qui lui était auvergnat, à la plus haute antiquité, puisque c'est une ordonnance de Philippe VI de Valois, l'ordonnance de Brunois, en 1346, qui définit la première forêt publique, la première politique forestière publique. Et je ne résiste pas à la tentation de vous lire. Alors Ariane, tu m'aideras, c'est du vieux français. Est-ce que tu y vois? Oui, j'y vois, voilà. Parce qu'on peut Alors, non, c'est bon. Donc c'est une ordonnance de 1346, dont j'ai repris une phrase dans un rapport que j'ai écrit il y a quelques années, et qui est extrêmement intéressante. Voilà. Je cite: « Les maîtres des forêts demandez, selon ce qu'ils sont ordonnés, enquerront et visiteront toutes les forêts et bois qui y sont, et feront les ventes qui y sont à faire, eu regard à ce que lesdites forêts et bois se puissent perpétuellement sustenir en bon état. » Donc la définition du développement durable, dont on nous rebat les oreilles depuis ces dernières années, c'est pas à peine d'aller chercher bien loin, ou plutôt très loin. 1346, ordonnance de Brunois. Et d'ailleurs, le verbe sustenir est du vieux français. Il a traversé la Manche et il nous revient maintenant avec sustainable. Donc, sustainable est en fait un mot français, de vieux français. Et donc, vous avez déjà la définition du développement durable, c'est-à-dire qu'on enjoint aux maîtres des forêts, et un de ces maîtres des forêts, quelques siècles plus tard, sera Jean de La Fontaine, puisqu'il était ingénieur des eaux et forêts, et c'est de couper les bois et les vendre, mais en sustenant la forêt en bon état, c'est-à-dire sans exploiter le capital et en menant en fait une politique de développement durable. Donc cette ordonnance de Brunois, 1346, c'est la définition du développement durable et d'une politique forestière raisonnée, et évidemment, comme toujours, quand on parle de politique publique en France, même s'il est parfois très critiqué, le deuxième moment, c'est Colbert. Le deuxième moment, c'est Colbert, puisque l'ancêtre de l'ONF est en fait créé par Colbert au XVIIe siècle, à la fin du XVIIe siècle, parce qu'il faut des bois pour construire une marine
Voilà, parce qu'il faut des bois longs pour construire une marine, et on ne dit jamais l'œuvre de l'Ancien Régime en matière de politique maritime, et cette politique commence par Colbert, et donc c'est pourquoi nous avons une politique publique réaffirmée pour planter des chênaies notamment, pour avoir des arbres de bon calibre, de bonne qualité, pour faire des vaisseaux de guerre et construire une flotte de guerre. Et donc depuis Colbert, depuis Philippe VI puis Colbert, nous avons une politique publique active en matière de forêt. Et la dernière mutation, c'est 1964, donc général de Gaulle, Pompidou Premier ministre et Edgar Pisani ministre d'Agriculture, où on décide de créer l'Office national des forêts. Puisque avant 1966, c'était un service du ministère de l'Agriculture. On appelait ça d'ailleurs les conservateurs des eaux et forêts, si certains s'en souviennent. Et donc en 1966, on décide d'avoir une gestion plus moderne de la forêt française. Et donc on crée l'Office national des forêts, qui est un établissement public industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et du ministère de l'Environnement. Et donc cet établissement public n'est pas propriétaire des forêts qu'il exploite, puisque ce sont l'État et les communes qui sont propriétaires, mais il a pour mission de gérer pour le compte de l'État et pour le compte des communes les forêts publiques. Alors quelles est, pour être très concret, les caractéristiques de cet Office national des forêts? Il a des recettes et des dépenses. Bon. Les recettes, c'est les ventes de bois. 30 à 40% de ces recettes selon les années, parce que les cours du bois varient énormément. Ensuite, ce sont les droits de chasse. On adjudique les droits de chasse, et donc c'est environ 20 à 30% des recettes. Ensuite, il y a des travaux, puisque l'ONF intervient dans le champ concurrentiel, donc fait des sentiers de grande randonnée, fait des équipements pour des personnes privées ou des personnes publiques qui sont donneurs d'ordre. Donc l'ONF a des recettes commerciales, c'est environ 20% de ses ressources. Et enfin, les derniers 20%, ce sont les recettes qui viennent des communes, puisque les communes, évidemment, comme l'ONF entretient leurs forêts, les communes payent, reçoivent évidemment le prix de leur bois qui est vendu par les communes, mais payent à l'ONF ce qu'on appelle des frais de garderie pour payer la gestion de la forêt communale. Donc ça, ce sont les recettes. Et les dépenses, c'est avant tout du personnel. Donc c'est un établissement public qui a 9500 agents. Et sur ces 9500 agents, vous en avez 7000 ou un peu moins qui sont des fonctionnaires. Donc les fonctionnaires, ça va du directeur général à celui qui fait le martelage. Ce qu'on appelle le martelage, c'est celui qui marque l'arbre qui doit être coupé. Voilà. Donc ça, ce sont des fonctionnaires. Et à partir du martelage, ce sont des ouvriers forestiers qui eux, ont un statut de droit privé, donc qui ont un contrat de droit privé avec l'État. Et c'est ce qu'on appelle les ouvriers forestiers, qui font le même travail que font les entreprises privées qu'on appelle les entrepreneurs de travaux forestiers. Donc voilà ce qu'est l'ONF aujourd'hui. Donc c'est une grande maison qui a un budget d'environ 850 millions d'euros, un peu moins de 10 000 agents, et qui opère pour le compte de l'État et des communes. Voilà pour la description un peu institutionnelle de l'ONF. Alors maintenant, peut-être avant qu'on débatte, parce que je ne veux pas être trop long, quelques autres éléments de réflexion. Bon. D'abord, évidemment, la forêt française, elle est très, très, très variée. Très, très, très variée, parce que notre pays est varié. Bon. Dans la forêt métropolitaine, la chênaie atlantique n'a évidemment rien à voir avec la forêt alsacienne, vosgienne, franc-comtoise ou alpine. Bon. Donc on a, et encore moins la forêt méditerranéenne, qui elle est peu exploitée et peu exploitable. Donc on a des forêts extrêmement variées, et c'est d'ailleurs absolument passionnant
de voir cette variété de la forêt française. Et je ne parle même pas des forêts d'outre-mer, puisqu'on a une forêt très importante à La Réunion, mais dont le seul rôle est un rôle de protection. Et c'est une forêt qui ne produit pas de bois, qui n'est pas exploitée. Et puis évidemment la forêt guyanaise, qui est tout autre chose, puisque là on est dans les problématiques brésiliennes de forêt tropicale, c'est encore complètement autre chose. Aux Antilles, il y a un peu de forêt, mais il n'y a pas de grosses problématiques forestières aux Antilles, mais la forêt de la Réunion et la forêt de la Guyane, c'est quelque chose d'absolument passionnant. Il y en a un peu en Nouvelle-Calédonie, mais l'ONF n'opère pas en Nouvelle-Calédonie, puisque, en fonction du statut du territoire, c'est une ONF territoriale, si je puis dire, qui n'est pas l'ONF nationale. Ça, c'est le premier éclairage que je voudrais faire sur la diversité de cette forêt française. Deuxième éclairage, c'est le paradoxe français. C'est-à-dire que nous avons le troisième couvert forestier européen, mais le bois est notre deuxième déficit commercial après le gaz et le pétrole. Bon, ce qui est un échec absolu de la filière forêt-bois. Et quand on regarde les statistiques fines du commerce extérieur, on se rend compte qu'on a une structure de commerce extérieur de pays sous-développés parce qu'on exporte des grumes et on importe des planches et des meubles. Donc on a un véritable problème de filière forêt-bois dans notre pays. On ne le découvre pas, on le sait depuis des décennies, mais jusqu'à présent, on n'est jamais arrivé à renverser la vapeur. Alors, il y a beaucoup de raisons qui sont mises en avant. La première raison, c'est que nous avons ou nous aurions trop de feuillus par rapport aux résineux, parce que en fait, ce sont les pays qui ont des résineux, comme les pays du Nord, qui ont la politique la plus commerciale, la plus agressive. Pour résumer, il y a bien longtemps que la commode en chêne est détrônée par le meuble Ikea. Et le meuble Ikea, il est fait en résineux. Donc on a eu un développement vertigineux de l'ameublement en résineux. Par ailleurs, le développement de la construction bois se fait toujours avec du résineux, puisque les charpentes, les ossatures bois se font en général en résineux. Alors actuellement, l'ONF finance un programme de recherche pour, entre guillemets, solidifier le hêtre, pour faire du hêtre un bois d'œuvre, ce qu'il n'est pas actuellement. Mais si on y arrive un jour, ce sera très bien, mais ce n'est pas encore tout à fait le cas. Donc, pour l'ameublement grand public, j'allais dire, et pour le développement de la construction bois, qui en France progresse tout à fait honnêtement, alors qu'on a eu beaucoup de retard depuis une dizaine d'années, c'est évidemment du résineux qui est sollicité, et on importe du bois. Moi, je parle en tant que président du Conseil général de la Savoie. J'ai mis dans le cahier des charges pour la restructuration de mes collèges de Savoie de mettre du bois pour les appels d'offres. Donc on a obéi à cette prescription du donneur d'ordre, et quand je vais sur les chantiers, je vois du bois qui vient d'Autriche ou de Finlande, et quand j'interroge pourquoi il n'y a pas de bois français, on me dit qu'il n'y a pas de disponibilité en temps et en heure et en quantité pour faire ce chantier. Et donc ça, c'est un véritable problème industriel français. Il y a un problème de filière aval, il y a ce qu'on appelle la première transformation et la deuxième transformation. La première transformation, ce sont les scieries. Et on n'a pas assez de grosses scieries en France par rapport aux autres pays européens. Il y a des investissements à faire, notamment en matière de séchage du bois, parce qu'il faut des séchoirs à bois qui sont chaque fois des investissements assez coûteux et qui sont, que les collectivités locales aident d'ailleurs, mais qui sont trop peu nombreux en France. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la première transformation, scier le bois localement plutôt que d'importer des planches. Et puis il y a le problème de la deuxième transformation qui est l'ameublement essentiellement. Et là, franchement, je jette la pierre à personne, mais
nous n'avons pas eu depuis un demi-siècle en France des industriels inventifs, l'équivalent d'IKEA ou d'autres entreprises industrielles en matière de bois. Donc on a un problème français en matière de filière forêt-bois qui est extrêmement préoccupant et sur lequel beaucoup de gouvernements se sont penchés successivement, en ne restant pas les deux pieds dans le même sabot d'ailleurs, parce que moi-même quand j'étais ministre de l'Agriculture, j'ai mis en œuvre un certain nombre de dispositions qui sont utiles, mais on se rend compte qu'elles ne sont pas suffisantes. Troisième série de problématiques, j'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais je ne veux pas vous asphyxier, donc on va plutôt discuter sur les enjeux de demain. On dit toujours, et c'est vrai, que la forêt a trois fonctions. Elle a une fonction environnementale, évidemment sa place éminente dans le circuit carbone. Il n'y a pas besoin de faire un dessin, les forêts sont le poumon de la planète, et donc la contribution de la forêt à la lutte contre le réchauffement climatique est très très importante. Premier point. Il y a ensuite une fonction sociale, qui est l'accueil du public en forêt, la forêt tourisme, la forêt balade, et ça, ce n'est que la forêt publique qui l'assume, parce qu'on a le droit de clôturer une forêt privée, évidemment, et d'en interdire l'accès au public. La forêt publique, elle, est publique. C'est-à-dire que par définition, elle doit accueillir du public. Donc ça, c'est la deuxième fonction, c'est la fonction sociale. Et puis la troisième fonction, j'en ai parlé déjà, c'est la fonction économique, qui est de vendre du bois. Et aujourd'hui, le modèle économique de la forêt fait que seule la fonction économique paye les deux autres. C'est-à-dire que la fonction environnementale n'est pas rémunérée, elle n'est pas valorisée, ce que les spécialistes et les économistes appellent les aménités positives de la forêt. Quand on parle pointu, on dit les choses comme ça. Bon. Les aménités positives de la forêt ne sont pas rémunérées. C'est nulle part. Bon. Les aménités sociales non plus. On ne va pas mettre un péage à l'entrée des forêts, demander 1 euro quand vous allez vous balader dans la forêt de Fontainebleau ou de Rambouillet. Donc, il n'y a que la vente du bois qui paye tout le reste. Et il se trouve que ce modèle a à peu près fonctionné jusqu'à ces dernières années, mais qu'il ne fonctionne plus. Parce que, comme aurait dit l'autre, le bois, ça a eu payé, mais ça ne paye plus. Et quand vous regardez l'évolution du prix du bois en monnaie constante, c'est-à-dire rectifiée de l'inflation, vous vous rendez compte que du début des années 60 jusqu'en 81-82, ça n'a rien à voir avec l'alternance politique de l'époque, hein, je vous le dis tout de suite. Du début des années 60 jusqu'à 81-82, le prix du bois monte régulièrement, et depuis 82, il redescend régulièrement. C'est-à-dire que le prix du bois aujourd'hui est en gros en monnaie constante ce qu'il était au début des années 60, ce qui explique que les effectifs de l'ONF aujourd'hui sont en gros ce qu'ils étaient au milieu des années 60, après avoir augmenté de 30 ou 40% jusqu'au début des années 80. Et donc, si on veut continuer à avoir ce modèle économique d'une forêt publique gérée, on ne peut pas continuer comme ça. Parce que les ressources issues de la vente de bois, des droits de chasse dont je parlais tout à l'heure, des prestations extérieures, etc., et des contributions des communes, ne suffisent plus à assurer la pérennité de la gestion publique de cette forêt. Il y a eu depuis, je le disais, depuis 81, une descente régulière des effectifs de l'ONF, et je crois que maintenant, pour parler trivialement, on est à l'os. C'est-à-dire que sans doute qu'il y avait des gains de productivité, sans doute, mais maintenant on est vraiment à l'os si on veut pouvoir continuer à gérer convenablement la forêt française.
Et donc je pense, et c'est ce que j'ai proposé aux deux présidents de la République successifs, Nicolas Sarkozy d'abord et François Hollande ensuite, c'est que la seule solution, c'est de rémunérer les aménités positives pour la forêt. Et pas que la forêt publique, hein, je parle aussi de la forêt privée, puisqu'elle est aussi dans la même situation. Et je pense que c'est assez simple. D'abord parce qu'on va mettre en place ce qu'on appelle les crédits carbone. Donc il me paraîtrait assez logique qu'une partie du crédit carbone aille à la forêt. Et d'ailleurs, ce serait une très faible fraction des recettes liées au crédit carbone qui pourraient être diverties au profit de la forêt. Et ensuite, l'eau. Je disais tout à l'heure que la forêt est évidemment de manière évidente dans le cycle de l'eau. Et donc, moi, il me semble, vous l'ignorez peut-être ou sans doute, mais nous payons tous sur nos factures d'eau, les industriels payent tous, en fonction du principe pollueur-payeur, des redevances, ce qu'on appelle les agences de l'eau. On a 6 agences de l'eau en France. Ça aussi, ça a été une invention française au milieu des années 60 qui est assez formidable, qui brasse des milliards d'euros de redevances annuellement. Il me semble que si on distrayait quelques dizaines de millions d'euros, ce qui n'est pas la mer à boire, au profit de la forêt publique et privée, on aurait une solution élégante pour résoudre le problème auquel nous sommes confrontés. Dernière chose que j'ai déjà esquissée, mais que je voudrais détailler un peu puisqu'on est à Paris, c'est la question des forêts périurbaines. Parce que je suis très frappé, comme je vous le disais, que la forêt suscite de la passion. Et donc, souvent, l'ONF ou les exploitants privés sont accusés de surexploiter la forêt, de couper trop d'arbres, et c'est notamment vrai en zone urbaine et périurbaine. Par exemple, il y a quelques années, lors d'une campagne pour les élections régionales en Île-de-France, un candidat d'un grand parti politique a dit « Je demande que les forêts de la région Île-de-France, enfin les forêts d'Île-de-France, soient rattachées à la région Île-de-France et non plus à l'ONF, et je vous promets que plus un arbre ne sortira couper des forêts. » Et ça plaît beaucoup, ça. Ça plaît beaucoup, parce que la gestion sylvicole est quelque chose qui n'est pas connu du tout. C'est pas connu du tout. Moi-même, je ne suis pas sylviculteur, je ne suis pas ingénieur, donc j'ai appris sur le tas dans mes fonctions successives en discutant avec des forestiers. Mais c'est vrai que dans une société dont le lien avec la nature s'est distendu, paradoxalement, on devient plus intégriste, entre guillemets, que quand on vit avec la nature. Donc quand on vit à la campagne, à la montagne ou dans des zones forestières, il paraît évident qu'une forêt, ça se gère. Et pour qu'elle soit gérée, il faut l'éclaircir, faire des coupes de temps en temps pour que la lumière puisse rentrer, que les arbres puissent respirer et croître, etc. Quelqu'un qui est né en ville et qui n'a pas eu cette culture innée de la proximité avec la nature considère qu'il est scandaleux d'abattre un arbre. Alors c'est vrai que c'est toujours triste de voir un arbre abattu, mais la gestion forestière fait que forcément il y a des arbres abattus. Et donc j'ai mis en place dans la région Île-de-France un plan pour les forêts périurbaines, et désormais pour chaque massif de la région Île-de-France, on fait un plan de gestion sylvicole en association avec non seulement les élus et les associations de protection de l'environnement, mais avec tous les habitants qui le souhaitent. Donc on vient de le mettre en place depuis 1 an, pour écouter ce que les gens ont à dire, pour expliquer dans l'autre sens ce qu'est de la gestion sylvicole, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des conflits absolument redoutables et des crispations contre lesquelles il était très 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 difficile d'aller. Voilà, on pourrait en parler encore pendant des heures, mais je vous ai déjà beaucoup parlé. Donc maintenant, ce que je pense que le plus simple, je ne sais pas ce que tu en penses, Ariane, c'est qu'on discute. Voilà. Je crois qu'on t'écoute très volontiers.